Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bonjour Margot. Salut Gauthier. Très content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on essaye de se capter pour justement enregistrer cet épisode et je suis d'autant plus content de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va aborder un profil multifacette qui est ton profil où tu es passé du product design, du graphic design d'ailleurs au product design tout en passant par l'illustration. Et en préparant cette émission, j'ai découvert plein de facettes de ta personnalité et du coup je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Avant tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Comme ça, je vais faire ton travail à ta place. Du coup, je m'appelle Margot Renaudot. Donc, comme tu le disais, oui, je suis passée par le graphisme classique chez Maison du Monde, par exemple, où c'était du montage de newsletter, à du brand design, à du product design. En parallèle de ça, je suis illustratrice, autant pour des livres que pour des podcasts, que pour des blogs. Et là, je me lance dans le tatouage, dernière nouveauté. Oh. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Exactement. Première question, du coup. Toi, comment t'en es venu à faire du design ? Alors j'ai fait des études de graphic design déjà très jeune. Après le collège, j'ai fait un bac pro en fait, parce que filière générale, ça semblait mal s'annoncer et du coup bac pro en 4 ans, donc CAP communication visuelle et bac pro design graphique. Et après ça, j'ai fait une école supérieure à Amiens de 3 ans. Pour essayer de valider mon bac pro qui à l'époque était pas super bien vu. Voilà. Et après j'ai fait un master de 6 mois en Écosse à la Glasgow School of Art. Et après je me suis lancée. Donc mon premier job c'était Maison du Monde où je suis restée 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai commencé comme ça parce qu'une appétence pour le visuel, une appétence pour l'illustration aussi. Voilà. Ok. J'ai noté plein de trucs avant même Maison du Monde. T'as bossé pour une agence immobilière, c'est ça ? Exactement. Tu veux pas qu'on en parle et c'est les pour bails ça. sombres. Si, évidemment. Parce que j'ai noté, t'as fait plein de stages aussi, mais ça, je pense que c'est normal, donc stage d'études, on passe. Mais du coup, ouais, c'est intéressant parce que t'as commencé à bosser pour une agence immobilière, t'as fait ça pendant 3 ans, et du coup, je me suis un peu demandé, genre, pourquoi tu as commencé par une agence immobilière et est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? D'autant plus que tu as parlé de Baïson, donc je sens qu'on peut rire. En fait, c'est un contrat que j'ai pris en parallèle de mes études, donc pour anticiper Glasgow où la vie est quand même très chère. Je voulais pas me reposer que sur mes parents et du coup, j'ai trouvé ce contrat pour cette agence immobilière où elle est toute seule, elle est indépendante et elle vend, et c'est toujours le cas, des biens de luxe. Et du coup, c'était pas à temps plein, c'était vraiment en parallèle de mes études, okay. Mais ça restait un contrat quoi qu'il. Et du coup, je me chargeais de vraiment tout. Ça m'a vraiment mis les pieds à l'étrier, quoi. C'était comme une alternance, sans être challengée par un aide ou quoi, mais c'était autant de l'illustration que refaire un site, qui était sur WordPress à l'époque, mais voilà, appréhender plein de choses que dont j'avais jamais entendu parler, parce qu'en plus mes études étaient vraiment principalement dans le print. Donc en fait, le web c'était complètement inconnu. Et donc voilà. Tout plein c'était bail sombre parce que je savais pas trop ce que je foutais là, je savais pas si j'étais légitime, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais c'était hyper formateur parce qu'après j'ai pu me vendre dans mes premières expériences avec tout plein de stages que j'ai pu faire pendant mon bac pro. Et pour ça, un bac pro, c'est vraiment génial. C'est que c'est vraiment spécialisé et techniquement, tu sors, t'as un super niveau. Et derrière, ce stage-là m'a rendu crédible, quoi. Et tu parles d'un peu de faire des sites, de faire de l'illustration, de faire plein de choses. À ce moment-là, tu te dis quoi ? Tu tâtes un peu pour savoir ce que tu veux faire ? Parce que c'est un peu le fil directeur de ce qu'on va se dire un petit peu là aujourd'hui. J'ai l'impression que tu testes des choses au fur et à mesure. Tu as commencé par ça, tu dis que tu n'en avais jamais fait. Donc un peu la question habituelle, c'est
comment du coup tu as appris, comment tu as fait, etc. Et puis après, je pense qu'on parlera de Maison du Monde. Après, ouais, carrément. Bah, en fait, à la toute base de base, je voulais vraiment être illustratrice. J'ai des parents bienveillants qui m'ont vraiment accompagnée dans mes études parce que je galérais pas mal en milieu général, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, ma mère à l'époque me disait, écoute, l'illustration, il y a peu d'élus, quoi. Donc, essaie de trouver quelque chose qui va te faire manger à la fin du mois. Et c'est pour ça que je suis partie dans cette filière qui était, qui correspondait tout à fait aussi, à la maîtrise de la couleur, de la mise en page, chose qu'on peut travailler déjà avec l'illustration. Et donc en fait, au début, c'était par défaut. En fait, c'était parce que pas d'école d'illustration, parce que pareil, à la fin de tes écoles, quand tu es sur Paris, on te dit pas forcément va en banlieue, pas forcément en banlieue, mais en province pour voir quelle école peut te convenir. Donc en fait, là, je me suis dit, j'aurai jamais les écoles parisiennes puisque c'est sur dossier et c'est mort. Donc ok, je vais faire ce bac pro. Et puis j'avais très peu confiance en moi, donc à l'époque, ça matchait complètement avec mon état d'esprit, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu illustration et graphisme à côté, parce que j'ai jamais perdu mon premier amour de l'illustration. Et en même temps, je trouvais ça assez cool de savoir faire quelque chose de mes mains qui peut se vendre quoi qu'il et qui peut permettre à des gens de communiquer, voilà. Donc d'où c'est deux pions qui s'avancent sur l'échiquier en même temps, quoi. Ouais. Ok. Pour que ce soit plus simple pour les auditeurs et les auditrices, et puis pour moi aussi, j'ai décidé un peu de prendre les parcours en séparé. D'abord de parler de tout ce qui n'est pas illustration en fait, et après de parler plus dans le détail de l'illustration, parce que j'ai plein de questions dessus, parce qu'il n'y a pas souvent des illustrateurs ou des illustratrices dans le podcast, donc on passera un peu plus de temps dessus, mais j'ai envie d'un peu de comprendre comment tu as évolué, parce que donc du coup, tu arrives chez Maison du Monde en tant que graphic designer illustratrice. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais là-bas, et après on va suivre toute ton évolution, pardon. Mon évolution. Alors, chez Maison du Monde, j'étais vraiment junior. Donc, c'était les maquettes de newsletter. Okay. Beaucoup de maquettes de newsletter. Je sais pas, j'en ai fait une centaine. Donc, pendant 2 ans, c'était maquettes de newsletter. C'était aussi apprendre le bon fonctionnement d'une équipe. Comment tu fonctionnes avec un head of design, avec des tiers qui fonctionnent, qui sont sur le même poste que toi, comment tu t'organises. Donc pendant 2 ans, en tout cas, les learnings que j'en retire aujourd'hui, c'était vraiment comment apprendre à fonctionner en équipe. Et pareil, il y avait ce qu'on appelait un marronnier, donc c'est tous les événements récurrents de l'année, donc Noël, les nouvelles tendances. Donc c'est travailler sur ces tendances-là. Il y avait pas mal de workshops et de choses comme ça. C'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était qu'un UX researcher, par exemple, chose que je connaissais pas du tout avant. Et je crois que même qu'à l'époque, je me disais, mais ça sert à rien. À quoi sert cette personne? C'est trop cool, elle rencontre des gens, mais c'est pas un boulot, quoi. Donc voilà, c'était vraiment de l'exé, quoi, en soi. Ouais. Et tu as vraiment fait pendant 2 ans que des newsletters? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est pas un peu rébarbatif? Si. Ou... C'est pour ça qu'au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est cool, mais toujours syndrome de l'imposteur. C'est super compliqué d'en sortir et de se dire qu'on peut faire autre chose. Pas du tout familière au monde du web. Donc pareil, je me suis dit, c'est déjà cool que j'ai un travail après une formation print. Et du coup, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon là, ça commence à être un peu rébarbatif, comme tu disais. Ouais. Je vais commencer à chercher ailleurs. Et c'est là que j'ai trouvé Malte. Juste après pour faire ta transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça, je peux le faire hyper facilement. Toi, tu rejoins Malte en 2017. C'est 5 mois après les rebranding, puisqu'avant ça s'appelait Upwork. J'ai fait 2 podcasts avec Loïc, qui était Head of Design à l'époque, où justement on parle du rebranding 2 fois. Donc je mettrai les liens dans la description pour les gens que ça intéresse. Mais toi, du coup, déjà, comment ça se passe? Comment tu fais pour sortir un peu de Maison du Monde, que je vois un peu plus comme un magasin traditionnel, pour aller vers la start-up pour Malte, et comment tu trouves ce job, et comment tu fais la bascule de graphic designer à brand designer? Alors à l'époque, j'ai trouvé ça sur Welcome to the Jungle. Je parlais beaucoup à des anciens, alors pas collègues, mais amis qui avaient fait les mêmes formations que moi, qui allaient sur Welcome to the Jungle. Donc pareil, pas du tout familière au monde de la start-up. Je me rappelle le premier entretien que j'ai eu avec Loïc, il me parlait du produit.
Je ne savais pas ce qu'était un produit. Pour moi, c'était une boîte, c'était un truc physique. Et je me rappelle ne pas avoir osé lui poser la question de ce qu'était un produit, te dire à quelle étape de maturité j'étais. Et du coup, voilà, je trouve ça sur Welcome to the Jungle. Je suis accueillie par Marion et Loïc qui sont vraiment géniaux, donc comme brand designer exactement. Je venais après le rebranding, justement, et c'est quand même une donnée assez importante parce que j'ai pas correspondu au poste. Je vais te poser des questions justement là-dessus. Parce que, bah vas-y, pourquoi justement tu t'estimes que t'as pas correspondu au poste ? Parce que manque de communication. Pareil, j'arrive dans une... je connais pas le monde de la startup, je sais pas comment ça fonctionne. Il faut aller voir plein de gens, il faut vraiment se débrouiller par soi-même et j'avais pas du tout, pareil, learnings a posteriori, pas du tout la maturité d'aller demander aux différentes personnes qui fait quoi, comment, etc. Et je pense que j'ai pas fité au poste parce que j'ai pas compris ce que je faisais là. Je comprenais pas quel était mon plus non plus. Je faisais des visuels pour des blogs, mais pareil, c'était compliqué de trouver le style Malte. Et je pense qu'il y avait une mauvaise communication. On n'a pas su se dire de quoi on avait besoin mutuellement aussi. Tu vois, je pense que c'est vraiment tort partagé. Après, on s'est quittés très bons amis. C'était une très bonne expérience. Et puis derrière, j'ai pu continuer dans les startups en ayant tellement appris de cette expérience. Chez Malte, quoi. Et du coup, j'ai 2 questions à te poser. T'es quand même resté 11 mois, ce qui est assez long en fait quand tu sais pas trouver ta place. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 11 mois ? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 11 mois ? Eh bien, pas mal de... alors, c'était pas du product, c'était plus des landings, mais pareil, qui ont, dans ma mémoire, jamais vu le jour. Beaucoup de visuels de blog. Je travaillais aussi beaucoup avec l'office manager, donc pour faire des goodies et ce genre de choses. Voilà, je saurais pas trop te dire là avec le recul ce que je faisais vraiment concrètement en fait. Donc c'est ce qui est très significatif de l'expérience en elle-même. Hein. C'est-à-dire que oui, comme tu disais, j'avais pas trouvé ma place, j'ai pas osé la prendre non plus. Je posais pas cette question à l'époque et en étant product maintenant, je me rends compte à quel point les questions c'est important. Et le voyage en lui-même, il est dingue parce que tu te rends compte de toutes les erreurs que tu as fait avant et c'est des erreurs qui sont nécessaires aussi pour devenir qui tu es après, quoi. Donc ça pourrait devenir la nouvelle tagline du podcast. Le voyage. Apprendre tes erreurs. Ouais, c'est ça. Le voyage pour apprendre de tes erreurs. Et du coup, je vais pas rester trop longtemps dessus vu ce que tu viens d'expliquer, mais après tu pars dans une autre boîte qui s'appelle Mindset et qui avant s'appelait Destigo. En fait, tu arrives aussi dans une boîte qui vient de subir un rebranding. Enfin, exactement. Qui vient de en plein milieu, je suis arrivée en plein milieu, ouais. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire là, pourquoi tu repars... Enfin, qu'est-ce qui te fait continuer en start-up et du coup, comment tu anticipes ce décalage que tu as vécu par rapport à cette nouvelle boîte ? Parce que, alors, je suis vraiment, tu sais, la citation qui dit tombe 7 fois, se relève 8 fois, ça c'est vraiment moi. Donc sur le coup, je me suis dit que c'était un échec, mais que j'allais recommencer et que sur le coup, j'avais bien compris ce qui n'avait pas marché. Et donc en fait, quand je suis arrivée chez Mindset, donc j'étais avec un head qui s'appelait Axel, qui a très bien compris. Je lui ai vraiment tout raconté pour Malte, le fait que j'avais eu du mal à trouver ma place, etc. Et ça nous a permis de créer une communication. Enfin, on était un vrai binôme là pour le coup. Et donc le rebranding s'est super bien passé parce qu'en fait, du coup, je suis arrivée en plein milieu du rebranding et du coup, j'ai vraiment pu prendre part à cet exercice-là. Et je t'en prie. Ouais, pardon. Du coup, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que Malte, t'es arrivé un peu après, donc du coup, t'as un peu subi, entre guillemets. Enfin, ou en tout cas, tu as eu peut-être du mal à t'approprier, là où, pour Mindset, t'as travaillé carrément... Ouais, complètement. Et puis Malte, en plus, la fiche de poste, entre-temps, avait changé. Okay. Donc, c'est vrai que c'était plus les mêmes attentes pré-rebranding et post-rebranding. Et j'ai été embauchée juste avant. Donc, c'est vrai que... Et après, il y a eu les 3 mois et tout ça. Et du coup, il n'y a pas eu cette com et c'est comme ça, quoi. Et Mindset, oui, vraiment, je me suis sentie faire partie de l'aventure, quoi. Avoir mon mot à dire et ça, c'est incroyable. Enfin, là... Du coup, comment ça s'est passé quand tu arrives ? Si tu es en plein rebranding, j'imagine qu'il y a déjà des choix qui ont été faits. Toi, en tant que brand designer, tu arrives, comment ça se passe ?
Là, c'est encore une fois de la communication. C'est demander au head ce qu'il en pense, dans quelle vision, mission, les enjeux, pourquoi on change de nom, pourquoi tout ça, et ce qu'on veut maintenant, ce qu'on veut matérialiser, ce qu'on veut dire au travers du nouveau brand, quoi. Donc il a été vachement avec moi là-dessus. On a travaillé pareil sur des illustrations pour se rendre compte que c'était pas ce qu'il nous fallait. Enfin, c'était vraiment beaucoup de test and learn. Voilà, et j'ai répondu à ta question. Oui. tu parles d'illustration et on en reparlera tout à l'heure puisque tu as commencé à... Enfin, tu es illustratrice dans le même temps. J'ai juste une question là-dessus qui est quand tu es brand designer d'une entreprise et que tu dois créer des illustrations qui sont dans un style spécifique alors que toi, tu as ton style complètement à part, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui n'avait rien à voir, comment tu fais pour gérer ton style et le style de la boîte sans qu'il y ait un mélange ou en tout cas en essayant de garder une cohérence? Pour ma part, je crois que tu as en partie répondu à ta question, mais pour ma part, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Non, c'est vrai que j'ai un style très spécifique et ça n'a, en tout cas jusque-là, jamais fité avec, et surtout des startups où c'est de l'illu hyper tech, très carré. C'est quand même assez, c'est assez structuré et c'est assez typique. Et du coup, non, là pour le coup, c'est vrai que des tests que j'ai fait, en tout cas, ça a jamais été concluant parce que je suis trop dans la ligne, la courbe, etc. Et c'est beaucoup trop figuratif. Alors que la start-up, ça doit être vraiment du concept, expliquer un produit, etc. Donc, du coup, ça s'est passé comment? Vous faisiez appel à des freelances pour essayer d'avoir un style à part ou... Chez Mindset, on a décidé d'illustrer le produit. Donc avec des assets, reprendre des éléments du brand book, reprendre des éléments des composants et vraiment les styliser. Et essayer sur des produits complexes comme ça, c'est vraiment essayer de rendre le produit le plus simple possible à comprendre, surtout sur une landing ou une homepage, que les clients sachent où ils vont et à quoi ça ressemble, quoi. Okay. Donc on n'a pas du tout pris de partie illustrative, surtout que c'était vraiment de l'intelligence artificielle. Donc il y avait quand même déjà pas mal de concurrents qui utilisaient l'illustration, ne serait-ce que Zendesk ou des trucs comme ça. Et ça aurait été un peu répliquer l'existant. Donc c'était un bon moyen d'éviter le problème. Exactement. Et ça arrangeait tout le monde. Ouais, j'imagine. En dehors de ça, tu as fait quoi pendant 2 ans chez Mindset? Une fois que le rebranding est passé, je sais que c'est quelque chose qui évolue, on en parle souvent dans le podcast, mais toi, tu as fait quoi ensuite? Chez Mindset, en tant que tel, là, du coup, c'était encore de la brand. Vers la fin, c'était plus de produits, mais c'était de la landing, beaucoup. On avait beaucoup de salons événementiels, etc. Beaucoup de réseaux sociaux, énormément de réseaux sociaux. C'était aussi des réflexions autour de nouveaux aspects du produit, nouvelles features qui allaient sortir. Voilà, c'était vraiment et pareil, beaucoup d'office en fait, beaucoup de liens avec l'office manager pour et c'est ça a posteriori qui me plaisait moins dans le rôle de brand, c'est que quand c'est des petites boîtes, t'es souvent un couteau suisse et j'aime pas me spécialiser, j'aime bien être généraliste, mais je pense que j'aurais voulu sans doute faire d'autres choses que du réseau social et je pense que c'est pour ça que le product était juste ma porte d'entrée ou de sortie, je sais pas comment on peut appeler ça, mais Merci pour la transition. Du coup, c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que au moment où on a parlé pour la première fois, c'était quand tu étais chez Mindset, où je voulais qu'on parle de brand design et à peu de choses près, on s'est loupé et tu pars chez Ornicar en tant que product designer. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est à quel moment tu fais le switch? Pourquoi tu passes de brand à product designer, surtout dans ma tête, malheureusement, je mets dans une boîte, mais tu fais de l'illustration et généralement, l'illustration, c'est plus proche de la brand que du product. Donc, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et c'est drôle parce que là, c'est une petite parenthèse, hein, mais maintenant que tu le dis et quand tu m'as proposé que j'étais chez Mindset en tant que brand, je pense que quand tu m'as proposé, je me suis presque dit que j'étais pas légitime à en parler. Tu vois que là, je me sens beaucoup plus légitime à le faire maintenant. Donc, je ferme la parenthèse, mais du coup, c'est rigolo de se replacer dans les deux moments. J'ai bien fait d'attendre. T'as bien fait d'attendre. Oh là là, du pain béni. Alors, ce qui s'est passé chez Ornicar, c'est que j'ai été embauchée à la base comme brand designer, qui n'est absolument pas product. Ok. Et la filière assurance s'est ouverte. Mais alors, attends, parce que
Tout à l'heure, tu disais que chez Mindset, tu avais commencé à faire un peu de produit Ouais. quand même. Oui, mais je me suis pas du tout vendue en tant que product. D'accord. Pareil, j'ai pas la formation, pas le... Tu vois, hein, Ouais. on est nos propres peurs, on est nos propres ralentisseurs. Donc, sur le coup, je me suis juste dit, brand. Et puis, en fait, quelque part à l'époque, je me disais, écoute, tous les 2 ans, je changerai de boîte en brand, puis parce que ça me plaira plus au bout de 2 ans, Ouais. et puis je ferai pouit. Et en fait, non. Et en fait, non. C'est essayer de se découvrir à travers ça. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'échec. C'est vraiment juste essayer de se dire, mais en fait, qui je suis après une filière généraliste ou une filière... Bref, je parle trop. Et du coup, chez Ornicar, j'ai été du coup embauchée comme brand designer. J'étais dans une équipe où on était 3. Et du coup, la filière assurance s'ouvre et j'avais fait part pendant mes entretiens à Julien Perrière, du coup, de mes velléités de vouloir devenir product designer, mais sans trop y croire. Et du coup, quand la filière assurance est ouverte, il m'a proposé d'être product designer dans cette team toute neuve qui avait été développée en partie par des fronts et des backs. Et du coup, c'était trop belle opportunité et j'ai foncé, quoi. Et ça m'a trop plu. C'était dingue. Enfin, c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus transcendée, en vrai. On va en parler dans le détail. Ouais. Déjà, pour tous ceux qui veulent savoir comment fonctionne Ornicar, même si le podcast date d'il y a déjà quelques temps, en fait. Le premier épisode du podcast, c'est avec Julien, qui est maintenant VP Design chez Ornicar. Donc, si vous voulez le réécouter, je mets aussi le lien dans la description. Dans ce que tu me racontes, comment il te propose le poste de product designer, mais on est d'accord, t'as pas de connaissances ou tu sais pas comment. Pas du tout. Tu connais pas le métier. Comment ça se passe du coup? Parce que c'est cool, il t'a fait confiance, c'est ça. Ce qui est génial, mais comment du coup tu fais la bascule et comment t'apprends en fait les milliers de choses qu'il y a à apprendre du métier? Eh c'est grâce à lui en fait. Comme tu dis, il m'a fait confiance et je pense que c'est l'un des seuls, mine de rien, qui m'a pas maintenu dans un cocon pour me ménager, mais qui m'a vraiment poussé en me disant tu es capable de le faire et tu vas le faire. Et de toute façon, t'as pas le choix parce qu'en fait, sinon il y a plus de place. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a donné les premières lectures, comment ça marche, comment ça fonctionne. Je me suis beaucoup retournée aussi vers les product designers qui étaient en place dans l'éducation pour savoir comment ça marchait. Et en fait, de base, de toute manière, même si tu es brand designer, il y a une sensibilité, il y a le fait de savoir comment fonctionne Figma. Tu réapprends pas tout depuis le début, c'est juste une sensibilité qui est vraiment axée user et pas une problématique interne, à mon sens. Et du coup, ça m'a pas demandé d'effort, en fait, à proprement parler. Là, comme ça, quand j'y pense. Ça a été 3 semaines où, oui, c'était plus de rendez-vous fréquents pour checker, pour savoir comment ça se passait. Mais en soi, non, j'ai complètement fité avec ce poste et ça m'a vraiment beaucoup plu. Si je te pose la question, c'est aussi parce que tout à l'heure, t'expliquais que tu découvrais le métier de user researcher chez Maison du Monde et que tu savais pas à quoi ça servait. Tous les brand designers et brand designers que j'ai reçus dans le podcast, à chaque fois que j'essaye de leur dire un peu, genre, la brand, est-ce que vous la testez? Ils sont tous là, genre, non, on la teste pas. Du coup, je me pose la question de, ok, on vire les outils parce qu'ils fonctionnent tous à peu près de la même façon, même s'ils ont leur spécificité. Ça, c'est quand même une connaissance qui est différente de... les bonnes couleurs, faire en sorte que ça soit joli, que ça soit compréhensible. Comment t'as appris ça? Est-ce que pareil, il t'a poussé, genre tu fais des tests utilisateurs et tu te débrouilles et puis tu fais encore des erreurs et tu progresses, ou comment tu... Non, c'est vraiment la team en fait, c'est de voir les bonnes pratiques. J'ai lu pas mal de livres à l'époque aussi, écouté pas mal de podcasts, de savoir comment ça pouvait se passer. J'ai rencontré aussi une UX writer à l'époque qui s'appelle Gladys, qui est infiniment intelligente et pareil j'ai beaucoup je suis vraiment une éponge, hein. J'ai tout capté et après je redécortique pour savoir pourquoi et à quoi ça se relie à quoi et comment et quel impact ça a et d'ailleurs c'est une bonne problématique ce que tu dis pour la brand. Il faudrait pouvoir instaurer c'est tellement en corrélation. On se rend compte qu'après un rebranding, par exemple chez Ornicar, et là je pense que tout le monde pourrait en prendre de la graine, c'est que la brand et le product ne peuvent pas fonctionner de manière dissociée. C'est pratiquement impossible parce qu'en fait il y a des trous dans la raquette après. A posteriori tu te rends compte qu'il manque ça, ou alors que les illustrations ont été pensées pour la brand mais n'ont pas la place dans le produit parce qu'en fait c'est pas du tout le même usage et
brand devrait fonctionner comme ça et être peut-être plus intellectualisé. C'est peut-être un peu horrible ce que je vais dire, mais plus pensé. C'est moins justement... C'est ok d'être joli, mais quand on regarde Amazon, par exemple, et ok, on déteste Amazon et machin, mais l'UX de leurs produits est juste incroyable, et pourtant c'est chum. Enfin, tu vois, on peut le dire, c'est vraiment moche, mais c'est tellement fonctionnel. Et en fait, la brand aujourd'hui, ça peut être joli, certes, mais ça n'est que joli. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de brand qui diffère d'une autre. Aujourd'hui, il y a une espèce d'effet de mode qui fait que tout le monde se ressemble avec des typos en serif et des trucs comme ça. Et ça serait peut-être le moment de prendre ce tournant de l'expérimentation, du test, du feedback, parce que le feedback, pareil, on n'en parle pas assez, mais quand c'est de la brand, c'est vraiment souvent en interne, on fait tester en interne, et c'est joli, ou c'est moche, ou c'est des gens qui sont pas forcément formés de la même manière. Bref, tellement de choses à dire. Mais vas-y, tu peux continuer, voilà. C'est le but. Mais c'est intéressant. Est-ce que c'est du coup, comme tu as fait les deux facettes du métier, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de pousser aussi chez Handicare quand tu travaillais sur ton produit, essayer de voir avec la brand comment tu pouvais implémenter ça, ou c'est une réflexion C'est du learning que j'ai chopé de chez Handicare, et c'est quelque chose que là, en freelance, je réinjecte aujourd'hui. De pousser les entreprises avec lesquelles je travaille à vraiment créer du lien entre ces équipes-là. Et c'est souvent même pas écouté, quoi. Donc il faut pousser, il faut vraiment pousser et en parler souvent et même quitte à déclencher le truc, à bypasser des gens, créer ce lien par soi-même parce que c'est trop important. Enfin, puis même la brand au final se sent à part du produit qui est quand même hyper central. Et je pense qu'avant c'était plus la brand qui était centrale, et depuis que web design, etc., c'est vraiment le produit. Et il faut pas laisser bébé dans un coin, quoi. La brand est importante et il faut vraiment la prendre en considération. Enfin, vraiment, c'est a posteriori de mes expériences. Mais comme t'en parles, on va continuer d'en parler. Comme t'es freelance aujourd'hui, et là t'es en train de dire que t'essayes de la pousser, comment ça se matérialise du coup, comment tu fais, enfin, comment tu vends la brand alors que tu te vends comme product designer freelance, comment tu réussis à intégrer tout ça et comment tu fais pour pas être frustré en fait? Bah c'est quand là pour un des clients on refait un redesign total, donc autant UX que UI. Et c'est vraiment de dire en amont, j'aurais besoin de l'avis de la brand. J'aurais besoin on va passer par une agence en externe pour faire le rebranding. Ok, mais besoin de check, besoin de savoir, besoin de leur communiquer nos besoins, besoin. Et créer au forcing ce lien, quoi. Parce que, et de toute manière, les aides en sont très demandeurs. Enfin, et c'est pour ça que je trouve cette place de freelance chouette. On a vraiment un travail de conseil. On a vraiment une assise en fait. On n'est pas salarié et je sais pas comment dire. C'est que mon cas. Hein, je parle vraiment que de moi. Mais en tant que salarié, j'avais la sensation d'être inclus dans les meubles. Et en gros, je suis et chute. Voilà. Et là, en tant que freelance, je suis là à la journée, donc j'ai tout intérêt à avoir un poids. Et en fait, j'ai la sensation de plus du tout avoir ma langue dans ma poche. Enfin, vraiment. Le mois d'il y a 5 ans doit être complètement effaré de voir qu'aujourd'hui je me permets de donner des avis ou même d'essayer de rentrer en contact avec des CEO ou des CFO de boîtes avec lesquelles je travaille. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de lien de hiérarchie. Si j'ai besoin de parler à la CEO parce qu'en fait, on est en train de travailler sur la vision mission et que moi, en parallèle, je vais faire des interviews utilisateurs externes et non pas de l'interne, parce qu'en fait, quand tu fais un rebranding, tout le monde est biaisé en interne, donc il faut demander en externe. Si j'ai besoin, enfin j'ai pas envie d'avoir une colonne d'informations qui descende de CEO, aide, qui me retransmet l'info. J'ai besoin d'être branché en direct pour pouvoir challenger après avec le aide, ok, est-ce qu'on a entendu la même chose, est-ce qu'on part sur la même vision, etc. C'est totalement différent d'être là à subir, comme tu disais tout à l'heure, que d'être vraiment acteur, et c'est ça d'être impliqué aussi dans un produit ou dans une boîte, et d'être freelance, j'ai la sensation d'être 1000 fois plus impliqué parce que c'est mon bébé au même titre que les autres et que je suis justement là pour pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais faire en sorte que leur produit il marche, il performe. Ok. Et juste pour qu'on ferme la parenthèse en Handicare, justement, après 1 an et demi, où on t'a fait confiance, on t'a laissé prendre les rênes comme d'un nouveau produit, pourquoi tu décides de partir? Est-ce que c'est justement ce que tu disais, le fait de faire partie des meubles, ou tu... Non, c'est parce que ça m'a donné des ailes. Enfin, là, ils m'ont permis de prendre confiance en moi.
de me rendre compte de tout un tas de choses. C'est pas du tout modeste, mais que j'étais curieuse, capable d'apprendre n'importe quoi en peu de temps quand comme tout le monde, quand ça m'intéresse. Et en fait, ça m'a donné la force de pouvoir me dire, ok, maintenant c'est le moment de me mettre en free. Ça fait un moment que j'y réfléchis, mais j'avais pas la force de le faire. Et là, c'était, ils m'ont donné vraiment les ailes pour me dire, ok, je me lance. J'ai comme tout, j'ai des piliers hyper solides. J'ai rencontré des gens qui feront tous mes contacts de demain. Donc go, quoi. Super. J'espère que Julien écoute, comme ça il verra ce que t'es devenu grâce à lui. C'était il y a pas si longtemps. Ouais, Elle a changé en 3 mois. Oh là là. Et du coup, ouais, aujourd'hui, dans ton taf de freelance, en fait, tu cherches quoi? Comment tu fais? Est-ce que c'est... Là, tu parlais d'un rebranding, mais est-ce que tu t'es plus sur des missions, des petites missions, des grosses missions? Enfin, qu'est-ce que tu recherches? Là, je teste tout. Je suis dans une phase où je vais me spécialiser bientôt. Okay. Et donc, je suis en train de tout tester, de savoir si les grosses boîtes, c'est chouette, mais à quel stade. Je veux pas être sur des missions très long terme, parce que je sais que, justement, je fais... Enfin, c'est pas que les autres qui me mettaient en situation de meuble. C'était moi-même et ma posture qui faisait que parfois, je devenais un meuble parce que ça m'arrangeait et parce que j'avais plus envie de challenger les choses. Et je sais que je suis beaucoup plus performante quand il y a peu de jours travaillés, par exemple, par semaine. Je travaille 3 jours par semaine, alors comme un porc, mais 3 jours par semaine, parce que je sais que je suis hyper efficace. 5 jours, c'est trop long, je traîne, etc. Et donc là, pour ce qui est des boîtes, je teste plein de choses, plein de domaines. Pareil, autour du produit hyper deep, vraiment, enfin, tu mets 4 jours à comprendre parce qu'en fait, il y a plein de fonctionnalités et que le produit de base est trop compliqué et qu'il faut faire comprendre aux clients que si c'est trop compliqué, ça ne va pas aider l'utilisateur parce qu'en fait, c'est se prendre 2 fois la tête, bref. Ou si c'est des produits plutôt qui ont déjà fait leurs preuves, qui marchent bien et dans ces cas-là, est-ce que vraiment, dans le fond, je suis utile? Donc là, je suis en train de me placer dans une posture de product creator et product rescue. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le lancement des boîtes. C'est aujourd'hui, sur le nombre de startups créées, il y en a 95% qui se crachent ou qui atteignent pas les pré-seed et les séries A, etc. Et le but, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça s'adresse pas à une catégorie qui a un besoin? Est-ce que c'est parce que le product est mal conçu? Et donc là, ça sort presque du scope de product. Je me sers de cette compétence pour pouvoir conseiller. Avec justement le doublon research pour être sûr que l'utilisateur a une vraie nécessité à utiliser ce produit, si oui, pourquoi, et vraiment créer des leaders de catégorie, comme alors c'est hyper prétentieux là pour le coup, mais je suis obligée de me référer à Uber par exemple, qui a créé sa catégorie. Ça n'existait pas, il y avait un besoin client, il a créé, bam, il a tout éclaté. Demain, il peut y avoir 5-6 concurrents, il sera toujours king de sa catégorie, quoi. Donc voilà, et Product Rescue, c'est ça, mais à l'inverse, c'est des boîtes qui sont en train de se cracher. Et là, le but, c'est de savoir pourquoi, si c'est le produit qui est mal adressé, si c'est... parce que parfois, c'est juste un problème de cible, en fait. Tout simplement, le produit peut être génial, mais la cible est mal choisie. Et en fait, c'est super dur de faire comprendre aussi à des fondateurs, et je m'en rends compte maintenant, que leur bébé, il est chouette, il est canon, il est comme tous les papas-mamans, ils sont émerveillés par leur enfant, mais qu'à un moment, non, si ça continue comme ça, tu vas aller dans le mur. Et c'est mon rôle aujourd'hui de, encore une fois, pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais leur dire, ok, si demain vous continuez comme ça, c'est le crash. Par contre, si demain on se retrousse les manches et que voilà, le produit, il peut continuer à vivre, il faut juste le changer de catégorie. Et oui, ça demande tellement de travail, c'est considérable, c'est très dur pour des cofondateurs de tout reprendre depuis le début, mais voilà. Aujourd'hui, je pense vraiment à me spécialiser là-dedans, et du coup, je garde un peu les mains dans le cambouis, donc dans le produit, mais j'ai un aspect aussi conseil que j'aime bien. Enfin, vraiment, j'ai cette facilité, encore bienvenue modestie, mais à me mettre à la place de l'utilisateur, à pouvoir lui parler et à synthétiser ce qu'il recherche en fait. Et donc ça, pourquoi ne pas s'en servir pour créer le produit idéal, quoi.
Et parce qu'en plus dans le produit, je suis pas pareil. Il y a 2 catégories de personnes dans le produit. Il y a ceux qui commencent et il y a ceux qui finissent. Moi, je suis pas du tout léchée. Je suis pas du tout dans le pixel près. Je suis pas du tout vraiment. N'attendez pas ça de moi. C'est une torture. Je suis plus dans le start, quoi. C'est wireframe. C'est du simple, de l'efficace. On comprend les interactions et les trucs. Mais après tout ce qui est être pointilleux, c'est pas mon rayon, quoi. Donc voilà, c'est lui donner une tête, c'est savoir ce qui va diffuser comme énergie ou ce qui va raconter à l'utilisateur. Mais après, je laisse des product designers vraiment aguerris pour faire le reste, c'est-à-dire genre l'effet waouh, quoi. Ça marche. Et tu les trouves comment, justement, tes clients? Parce que autant les clients qui veulent lancer leurs produits, j'entends, c'est assez simple, généralement, ils cherchent du monde. Des personnes, enfin des boîtes qui sont en train de se planter et qui ont besoin d'avoir la tête sortie de l'eau, c'est généralement plus compliqué de les trouver parce qu'elles s'en vendent pas. C'est pas non plus... Je pense que tu es la première personne qui me parle de se spécialiser, ou en tout cas d'y réfléchir, à se spécialiser dans aider les boîtes qui ont des problèmes. Comment tu fais pour les trouver, ces boîtes-là? Et ben justement, comme je suis en train de créer ma catégorie, si vous avez un problème, on passe justement un message sur ce sur ce podcast. Non, mais justement, là c'est tout l'enjeu de ces prochains mois, c'est en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Play Bigger. Qui permet de définir cette catégorie. Donc en fait, il faut que je sois le cordonnier bien chaussé de l'histoire, c'est-à-dire que je dois moi-même créer ma catégorie pour pouvoir bien adresser mon qui je suis à ces boîtes-là et pouvoir aller les chercher, ne serait-ce que dans des incubateurs. Enfin, pour le moment, j'en ai vraiment aucune idée. Je te parle vraiment d'un espèce de concept là pour le moment. Mais je suis sûre que ça existe et je les trouverai. Je vous trouverai. C'est trop intéressant. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et de voir comment tu vas appliquer ça. Pour faire une transition assez simple et voire même assez simpliste, tu parles du fait maintenant qu'en tant que product designer, tu travailles 3 jours par semaine. Est-ce que c'est pas marrant de parler de l'illustration qui est un peu l'autre partie de ton travail, parce que t'es principalement connu pour ça, en tout cas, sous ton pseudonyme Gomargu. C'est ça que j'ai découvert ensuite après avoir pris contact avec toi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre facette, et je pense que c'est aussi un des trucs qui va être le plus intéressant dans ce podcast, même si tout ce que tu as raconté sur mixer la brand, le produit et créer sa propre catégorie, je trouve ça assez ouf, et je pense que c'est la première fois qu'on parle de tout ça dans le podcast, donc c'est incroyable. Mais du coup, tout à l'heure tu disais que tu as toujours aimé l'illustration, que tu voulais en faire ton métier, et qu'au début, ta mère, elle savait pas trop pour toi, et ok, play it safe. Mais du coup, toi, comment tu t'es mise à vraiment faire de l'illustration, on va dire, à temps plein, ou enfin, en tout cas, d'être vraiment proactif dessus? Alors justement, j'en fais pas à temps plein. Je vais commencer par la fin. J'en fais pas à temps plein parce que justement, je veux que ça reste récréatif. J'ai besoin que ça reste... j'ai pas envie de devoir finir mes fins de mois en prenant des projets d'illustration qui me plaisent pas. J'ai besoin que ça véhicule mes valeurs, j'ai besoin que ça soit pour des assos en lesquels je crois, etc. Et donc, c'est pour ça que je dédie 2 jours par semaine à l'illustration. En soi, c'est pas... voilà, aujourd'hui, je gagne pas ma vie en faisant de l'illustration. Je préfère être très franche, parce qu'en fait, on en parle très peu aussi de ça, du fait que l'illustration, c'est quand même un métier super précaire, et qu'il faut... et c'est pour ça que j'admire Aurore Bay pour ça. Elle fait de la formation. Enfin, tu vois, il faut trouver des espèces de petits tours de magie à côté pour vraiment pouvoir se rémunérer. Et du coup, j'ai recommencé l'illustration en me disant ok, là j'assume que j'aime ça, et ok, c'est en parallèle de mon boulot et c'est pas grave. Chez Maison du Monde, en fait, quand j'ai commencé à bosser, que j'étais toute la journée dans un bureau, et qu'en fait j'avais toute l'énergie créative que j'avais et que je pouvais dépenser à l'école, là je pouvais plus la dépenser. Et du coup, au début, je dessinais sur des post-it. Tout le monde a écouté cette histoire 1000 fois, mais je dessinais tous mes petits personnages, mes espèces de blagues, et je les collais tout autour de mon ordi, donc je devais vraiment passer pour le clown de la boîte, mais voilà. Et puis en fait, après, j'ai une copine qui m'a dit écoute, inscris-toi sur Insta, c'est super. Et en fait, je suis pas du tout early adopter, vraiment, ça c'est vraiment le truc, je suis là non mais je connais pas trop, je vais pas y aller.
Et donc en fait j'ai fini par m'inscrire sur Insta et ça a pas du tout décollé tout de suite, hein. C'était vraiment des bouts de papier pris en photo, j'y pense avec beaucoup de nostalgie. Et puis j'avais une tablette raccordée à l'ordi, c'était pas du tout une tablette écran, donc en fait il y avait toujours cette espèce de décalage affreux entre entre la main et le, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et après j'ai sauté le pas, j'ai acheté mon premier iPad 2 ans plus tard, donc je venais de quitter Maison du Monde. Et je me suis servi justement de ces sous de licenciement, enfin pas de licenciement, les sous qu'ils te donnent à la fin quand tu t'en vas, genre ton solde de tout compte. Ton solde tout compte, oui, pas de licenciement, pour m'acheter mon premier iPad. Et là c'était la magie, quoi. C'est génial, tu pouvais faire 1500 trucs, tout était à portée de main. Et du coup c'est là que j'ai commencé à vraiment dessiner pour moi. En fait, avant tout, Insta ça marchait tellement pas que j'ai fait vraiment les trucs pour moi et c'était pas drôle et c'était pas beau. Et puis mais au fait, au fur et à mesure ça a décollé, mais parce que j'ai été relayée par des comptes, mais à l'époque pareil, je savais pas comment ça marchait. Si des gros comptes te relayaient, tu vois, je captais pas trop ce genre de truc. Donc trop cool, tant mieux pour moi. Ouais, tu faisais ton truc pour toi en fait. Ah oui, complètement. Et dans ce que tu disais, tu commençais à dessiner sur des post-it et tout. J'aimerais bien comprendre un peu comment t'as découvert ton style ou comment t'as façonné ton style, parce que c'est vraiment, je sais pas, je suis plein d'illustrateurs sur Instagram. À chaque fois qu'il y a une des images de toi qui arrive, j'ai même pas besoin de regarder qui l'a posté, je sais que c'est toi. Là où d'autres illustrateurs, parfois je suis là genre, est-ce que c'est A ou B, parce que les deux styles sont très proches ou parce que ça ressemble. Tout à l'heure tu parlais des startups qui ont à peu près toute la même iconographie. Toi c'est vraiment à part. Comment t'as découvert ton style? Et puis pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent pas, comment tu le décrirais, même si t'en as déjà un peu parlé tout à l'heure? Alors mon style, jusqu'à il y a peu de temps, c'était vraiment que du noir et blanc. C'était très filaire. C'était beaucoup de femmes qui prennent la parole justement. Et donc oui, jusqu'à il y a peu de temps, c'était que du noir et blanc. Là, je commence à me diversifier dans la couleur parce que je suis beaucoup depuis 2 ans là dans le combattre mes peurs. Dès que j'identifie une peur, j'y vais, ça me saoule d'avoir peur de tout. Et donc là, la couleur, en fait, je faisais du noir et blanc par défaut, encore une fois, parce que la couleur, ça me faisait peur, j'arrivais pas à associer les couleurs, etc. Et donc là, depuis peu de temps, je me lance dans la couleur parce que j'ai rien à perdre, en fait. Je le fais encore une fois pour moi. Et en fait, ce style-là, il est venu au fur et à mesure, mais ça fait très longtemps que je dessine des petites zouzoules. Je sais pas, c'était il y a... Je me rappelle par exemple de ma première BD que j'ai fait en 5e. Je m'ennuie. On était en Espagne en vacances et j'avais horreur des vacances à cette époque parce que pas de bande de copains, pas de trucs. Et du coup, je m'ennuyais tellement en vacances. Et j'avais fait ma première BD et la nana, l'héroïne, c'était une fille, quoi. Et c'était un peu manga, etc. Et en fait, je savais pas dessiner les hommes. C'était très... alors déjà, j'en avais jamais vraiment vu puisque j'étais ado. Et du coup, je pouvais me référer qu'à ma propre morphologie ou celle des femmes qui m'entouraient. Et du coup, derrière, j'ai fait que dessiner des femmes, tout le temps. Et pareil, en école, on nous apprenait à faire du ref, donc tu sais, les papiers Pantone, donc pareil, c'était que des filles. J'ai toujours fait que ça. Et en fait, après, le noir et blanc me correspondait bien parce que ça permettait de donner de la place au texte, parce que c'est jamais dilu sans texte. Pour continuer à définir mon style. Et je veux que le message véhiculé ait autant d'importance que l'illustration, et de pas lui donner de détails permettait de mettre tout sur un pied d'égalité. Ça permettait aussi de pas raciser les personnes que je représentais. Du coup, j'avais pas besoin de me justifier sur les personnes que je représentais. On m'a jamais dit tu représentes pas assez de femmes noires, jamais. Et ça, c'est très cool pour ça, parce qu'en fait, on est toutes pareilles au final, et noir et blanc permet de vraiment illustrer ça. Ok, j'ai plusieurs questions là-dessus. La première, c'est effectivement, t'as vraiment un style qui est, est-ce qu'on peut dire, très féministe dans tout ce que tu essaies de véhiculer, dans les messages, on en reparlera tout à l'heure, dans les livres que tu as écrits, etc. Est-ce que tu disais que tu dessinais tout le temps des femmes, mais est-ce que c'est à force de dessiner des femmes que tu t'es rendu compte que tu pouvais véhiculer aussi un message, parce que tu véhicules des messages hyper positifs. Toi, tu parlais de combattre tes peurs, par exemple. J'ai vraiment l'impression que tout ce que tu fais aide à ça. Tout ce que tu écris aide à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, où tu t'es dit je dessine des femmes et donc je vais véhiculer ces messages-là, ou comment ça s'est passé? En fait, au début, je parlais vraiment de ma vraie vie. Je me rends pareil, pas du tout familière au féminisme,
pas issue d'une famille qui aime les luttes et les combats, donc pas du tout consciente de ça, vraiment pas. Je parlais juste de ma vie, de mes errances, de ce qui me faisait chier, et j'avais, en fait, depuis petite, j'aime bien mettre des mots sur ce que je ressens parce que je me rends compte que je suis pas la seule à les vivre aussi. Et c'est comme ça que ça a décollé, en fait, c'est de mettre des mots sur des choses et que certaines filles se disent « Ah punaise, je suis pas la seule » et ouais, ça décomplexe et ça amène tellement de bonheur dans la vie de se rendre compte qu'on n'est pas seul à se faire larguer comme un caca, à complètement ruiner sa journée de taf parce qu'on n'est pas, parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur, etc. Donc à la base, pour moi, c'était pas du tout féministe, c'était et en fait ta vie. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, on peut reparler aussi du féminisme. Hein, c'est hyper intéressant. En 2 ans, je suis vachement revenue dessus. Alors je vais pas du tout rétro-pédaler. Hein. C'est juste que pour moi, maintenant, j'ai envie de prendre cette posture de la femme qui a acquis ses droits, qui a plus à se battre pour. Il y a plein de filles qui le font super mieux que moi, de se battre pour nos droits, et du coup je les accompagne fois 1000, hein. Mais aujourd'hui moi je suis plus dans la démarche de me dire je veux donner de la force au quotidien, et pas sur de la lutte. Je veux que les femmes se rendent compte et vivent pas ce que j'ai vécu aussi par le passé, ce syndrome de l'imposteur qui est tellement limitant, enfin ces croyances limitantes, et tu t'empêches de faire tellement de trucs. Et là j'ai 30 ans et j'ai l'impression déjà d'avoir perdu 10 ans à errer, même si c'est que du learning, hein, mais des learnings, mais me dire punaise, j'aurais eu cette confiance en moi dès le début et j'aurais eu la conscience que je suis pas seule. Punaise, j'aurais pu avancer sur tellement de choses. Et donc c'est donner cette capacité aux femmes de pouvoir réfléchir à ça, juste des éléments de planter des petites graines et des éléments de lecture qui permettent de faire réfléchir et complètement me dire moi quelqu'un me fait chier demain, je lui dirais que homme-femme, je m'en fiche, tu vois. J'ai acquis mes droits et je veux vraiment être dans cette me placer dans une société où je suis à égalité, j'ai pas à me justifier d'être une femme, et dans tout, et dans le freelancing c'est pareil, et ça change tout en fait. Je veux plus regarder vers l'arrière, sauf si demain on nous enlève par exemple notre droit à l'avortement. Là évidemment je serai la première à descendre, mais aujourd'hui c'est pas ce qui nous arrive, et du coup je veux vraiment pouvoir verrouiller ça et que ça soit vraiment un tremplin pour me sentir mieux dans ma vie de femme, dans ma vie de personne qui travaille, etc. Ok, très clair. Et du coup, dans toutes les illustrations que tu fais aujourd'hui, parce que t'en fais quand même beaucoup, t'en publies beaucoup, comment tu fais pour te renouveler et pas répéter tout le temps les mêmes choses? Parce que j'ai l'impression, enfin ça fait un moment que je te suis, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une répétition dans les messages que tu essayes de véhiculer, que ça avance toujours, qu'il y a toujours des nouveaux points de vue, des nouvelles choses qui sont dites. Comment tu fais pour... Je ne parle même pas des illustrations en tant que telles, tu vois, parce que ça se voit que ton style est le même et a évolué, que tu fais des couleurs, etc. Et je reparle encore de plein d'autres choses après. Mais comment tu fais pour faire en sorte qu'il y ait un renouvellement comme ça, perpétuel, dans tout ce que tu essayes de véhiculer? Pas de question. J'ai vraiment jamais analysé... Ouais, des fois, c'est un peu méta, un peu profond. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, mais je sais pas moi-même. En fait, c'est en m'écoutant et je saurais pas dire si... parce que j'ai vraiment la sensation que parfois, mes sentiments sont hyper redondants. Tu vois, 2 ans de vie affective un peu houleuse, dans le fond, j'en ai beaucoup parlé, tu vois. Et peut-être que ça se matérialisait différemment parce que pareil, j'évoluais différemment en fonction du moment, sans doute. Et je prends aussi beaucoup de appui sur des phrases de poètes d'Instagram. C'est plein de comptes que je suis, et c'est des filles, mais en général, c'est des filles qui écrivent juste tellement bien, qui sont tellement capables de décrire leurs sentiments. Et donc, en fait, quand moi-même, j'ai pas d'inspi, et que sur Insta je sens je pense que ça le fait pour tout le monde, c'est tu lis un truc et tu te sens tellement concerné, et du coup je le reprends, et puis évidemment je l'accrédite, etc. Et voilà, donc tout n'est pas de moi évidemment, enfin dans les citations en tout donc cas. tu vas quand même t'inspirer un peu. Oui, clairement. Ah oui, en grande partie je serais incapable sinon. En fait je dessine beaucoup, je produis beaucoup d'illustrations, mais de tout intellectualiser ça prend tellement de temps que je sortirais un dessin par semaine, quoi, et même pas sûr. Donc non, hyper important. Et puis en fait, je me dis que ça fait des collabs, ça fait de la force. J'adore rencontrer les gens que je suis, etc. J'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés par Insta d'ailleurs. Et de faire ça permet de rencontrer des gens, en fait, quoi qu'il. Je vole rien, je
j'utilise, je demande si je peux utiliser et je m'en sers pour traduire mes sentiments et les sentiments d'autres personnes. Super intéressant et merci pour la transition. Comme ça, on va parler de tous les projets sur lesquels tu as travaillé. Avant de parler de tes clients, j'aimerais bien parler de tes livres parce que tu en as sorti 4. Pour les gens qui sont intéressés, je vais les mettre dans la description aussi pour aller les voir. Tu en as fait 3 en tant qu'illustratrice et 1 en tant qu'autrice illustratrice. Et ça m'intéresse énormément de savoir un peu comment ça s'est passé. Je vais pas les citer là parce que c'est pas utile, mais est-ce que c'est ton travail sur Instagram qui t'a permis d'être approché par des maisons d'édition au début pour illustrer des livres? Et puis comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est exactement. Je vais que dire, tu as tellement bien fait tes devoirs. C'est hyper condescendant comme oui, exactement. Mais en fait, je démarche pas du tout, pratiquement pas. Quand j'essaye, ça marche pas. Donc j'ai dit c'est tombé, j'arrête de démarcher et je me dis que mon compte suffit à véhiculer mes valeurs. Pour le premier, donc les pervers narcissiques, qui a été écrit par une psychologue, j'ai été démarchée par Solar en direct sur Instagram. Donc trop bien. Et puis c'était la même chose pour tous les autres. Et le dernier, c'était une porteuse de projet qui s'appelle Louise, qui travaille, qui est une petite antenne relais entre la maison d'édition et les auteurs, et qui furte comme ça et qui va chercher les autrices qu'elle pense cool pour la saison du livre d'après, tu vois. Donc voilà, tous les autres étaient maisons d'édition en direct. J'en ai fait un avec une indépendante aussi, qui est Peau d'Âne, donc qui est on revisite un conte, le conte de Peau d'Âne justement, et la fin est tellement stylée et c'est trop cool de voir aussi qu'on tacle un peu les contes pour dire ok, on arrête le sexisme et les papas qui épousent leurs filles et tout ça là, on arrête. Ça finit comme ça, Peau d'Âne? Ouais. C'est horrible. Enfin, ça finit pas comme ça, mais elle est à 2 doigts de se marier avec son père quand même. Donc voilà. Et le dernier, oui, c'est celui que j'ai écrit et qui m'a été amené par Louise. Donc c'est très cool. Ouais, tu disais que j'avais bien fait mes devoirs, mais j'en ai lu aucun, donc du coup j'étais un peu en préparant l'émission, j'étais là genre j'aurais peut-être dû les acheter et les lire avant. Bon, maintenant c'est trop tard. Et je voulais quand même te poser la question en dehors de celui où tu es autrice illustratrice, donc où tu gères le bouquin de A à Z. Quand on fait appel à toi, est-ce que on t'impose quand même certaines règles? Je sais que, enfin, j'ai au moins feuilleté sans les lire, mais c'est gentil. Je suis désolé. Est-ce que on t'impose par exemple des scènes que tu dois faire et que t'as pas envie de dessiner, ou est-ce qu'il y a des dessins que t'as fait et qu'on t'a censuré ou fait modifier parce que ça n'allait pas? Comment ça se passe? En fait, quelle est la liberté que tu as toi quand tu réalises ce genre de projet? Non, j'ai toujours été super libre et c'est pour ça que c'est très cool. Je m'identifie pas aux travaux d'édition qui étaient faits il y a 15-20 ans et où t'entends les gens en parler et tu te dis ouais, ça m'a l'air tellement contraignant. Là, j'ai été vraiment hyper libre. Il y a peut-être juste pour les pervers narcissiques que j'ai été plutôt réaiguillée, pas censurée, mais réaiguillée, parce que dans le cas d'un pervers narcissique, comme je fais des bulles à côté de mes illustrations et que c'était pas forcément dans le texte, il faut vraiment que ça soit hyper bien tourné. C'est vraiment une tournure de phrase qui donne un contexte à de la perversion. Donc en fait, il y a juste pour ce livre-là et encore c'était quelques pétouilles quoi. Mais non, sinon je suis hyper libre et puis en fait je pense que les gens viennent à moi parce que le style leur plaît et ils savent que ce qui va être dit est cohérent avec leur projet. Donc j'ai eu très peu de renvois en relecture ça, c'est trop chouette ça. C'est la même chose avec tes clients. Et du coup, transition encore toute trouvée, merci. J'ai noté quelques clients pour lesquels tu as bossé. Tu as bossé pour le Secours populaire français, tu as bossé pour le gouvernement pendant le Covid, tu as bossé pour un podcast, tu bosses toujours d'ailleurs pour un podcast, Les Décalés. Tu bosses aussi pour les gels douche Robin Hood. Juste avant d'enregistrer, j'ai vu que tu fais maintenant des assiettes en céramique, ou en tout cas que tu as dessiné pour des assiettes en céramique. Tout à l'heure, tu parlais de tatouage. Si on se concentre sur tes clients, est-ce que c'est pareil, ils viennent te chercher pour ton style et tes messages? Comment ça se passe? Oui, pareil, c'est des appels à projets. Ok. Et puis... Quand tu dis c'est des appels à projets, ça veut dire c'est quoi? Tu as par exemple le Secours populaire qui dit voilà, on voudrait bosser sur tel projet, et toi tu y réponds en proposant... C'est ça.
en proposant une affiche. D'ailleurs, c'était pas la plus pertinente. Désolée pour ça. Ah non, c'est Reporters sans frontières qui était pas pertinent. C'était il y a 2 ans. C'était affreux. Bon bref, pas eux, moi, mais non. Secours populaire, c'était ils faisaient une exposition et du coup, c'était répondre à une problématique qui était celle des menstruations. Et voilà. Et en fait, dans tous ces projets-là, j'étais déjà sélectionnée, donc en soi, c'est un appel à projet sans en être un. Okay. J'ai juste à soumettre mon affiche ou mon projet, et puis on en rediscute, quoi. Voilà, mais c'est toujours eux qui sont venus me contacter. Puis c'est les rencontres, pareil, c'est fou. Enfin, je fais complètement une parenthèse, hein, mais j'ai rencontré l'association, par exemple, Women Safe, qui s'occupe de prendre en charge des femmes et des enfants victimes de violences. Et ça, pareil, c'est juste parce que j'ai été invitée à un concours d'éloquence de Sciences Po Saint-Germain, et du coup, j'ai rencontré la fondatrice de Women Safe, et du coup, on bosse ensemble. C'est que des trucs comme ça qui sont juste incroyables et que j'aurais jamais pu avoir dans aucun autre monde. J'aurais pu avoir ça et elle m'aurait peut-être pas trouvé sur les réseaux, donc voilà. Ok. Voilà. Et je me demandais aussi, en dehors des assiettes, j'ai l'impression que tu es toujours sur des sujets hyper engagés. Pour le gouvernement, c'était contre les violences faites aux femmes. Les gels douches, c'est des gels douches plutôt écologiques. Les décalés, c'est un podcast sur le handicap et la santé mentale. C'est toujours hyper engagé ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des entreprises ou des entités gouvernementales qui t'ont contacté, mais pour lesquelles tu as dit non parce que ça fitait pas avec... Non, jamais. Non, parce qu'encore une fois, mon style est tellement spécifique que je pense pas que ça... Tu vois, le tri, il est fait dès le début. Je pense pas que les gens les gens qui sont pas intéressés me contactent pas de toute manière. Et en fait, quand c'est des problématiques comme ça, je pense que c'est tout trouvé. Enfin, tu vois, mon profil, tu te dis, ouais. On va dire oui, c'est sûr. Ouais, mais oui, les violences faites aux femmes, c'était hyper important. En plus, en temps de confinement, enfin il y a eu une polémique en plus autour de ce truc. Ça arrive ensuite. Voilà. Je t'en parle. Et donc non, et puis c'est important pour moi aussi. Je fais pas de manif, je fais pas ce genre de choses. Je suis un peu agoraphobe. Je suis alors je suis sociable, mais en petit comité. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, c'est ma manière de m'engager. Donc je suis off, j'existe pratiquement pas, j'ai pas de visage, mais je m'engage autrement et c'est vraiment ma manière d'être engagée. Plutôt que d'aller militer justement et faire ce que beaucoup d'autres gens savent mieux faire que moi. On parle de la polémique ? Oui, j'en ai parlé 1000 fois. Les gens doivent en avoir marre. Mais je peux faire un rappel, c'est pas du tout le même contexte. Hein. Ouais, mais en fait, moi, c'est plus sur un contexte... tu vois, t'as des illustrateurs qui se font voler leur travail, qui sont repost sur Twitter, Instagram. Carrément. Et tout. Et ça, c'est déjà super relou pour les artistes et les illustrateurs et illustratrices. Toi, c'est pire, c'est que ton message a été détourné pendant le confinement. Du coup, tu as fait des affiches qui étaient contre les violences faites aux femmes et en fait, ça a été détourné de telle sorte à ce que ça soit racisé, c'est ça ? Exactement. De telle sorte à ce qu'on dise, en fait, vous voyez, c'est les gens de couleur qui... Même pas racisé, mais raciste tout court. Raciste tout court. Oui, c'est ça. En fait, sur une des affiches, c'était un homme blanc qui battait... Alors pareil, moi, ma question pendant ce truc, c'est quelle couleur je mets à qui ? Ouais. Et en même temps, si je mets que des blancs, personne va être content. Si je mets que des noirs, c'est hyper raciste. Enfin bref, il y aurait toujours eu quelque chose à dire. Et donc en fait, je mets un homme blanc qui frappe sa femme noire et qui ont un enfant métis. Et donc oui, comme tu disais, quelqu'un sur Twitter le prend, inverse les couleurs, donc un homme noir, lui rajoute une bonne barbe de salafiste, femme blanche, et met en dessous, en le postant sur Twitter, c'est bien plus réel comme ça, un truc comme ça. Et ça devient viral. Et je cherchais un boulot à l'époque. C'était juste avant Ornicar. Et j'imagine qu'il y a toujours ton nom qui est marqué sur... oui, ça serait... Pourquoi s'emmerder les sons le nom? Ouais, il y avait le nom. Et en fait, pareil, je suis pas un peu naïve aussi. Je sais pas pratiquer Twitter, tout ça. D'ailleurs, depuis, j'ai supprimé mon compte. J'ai posté la petite bouteille à la mer. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et en fait, je me suis fait encore plus défoncer. Je recevais des mails Alors, on était confinés en plus, donc déjà bad mood. Je recevais des mails de menaces de mort, de genre gauchistes, de je sais pas quoi. Enfin, des trucs vraiment affreux. Et du coup, comme j'allais vraiment pas bien, j'ai pris un avocat, chose que j'aurais jamais fait dans un autre contexte, parce que ça me serait passé par-dessus. Et en fait, j'ai pris un avocat, j'ai porté plainte, donc il y avait 3 chefs d'accusation. Donc oui, le fait de réapproprier le travail de quelqu'un d'autre, le message raciste, et il y avait un 3e chef d'accusation. Et un communiqué de presse qui dit bien que je ne suis pas l'autrice de ce qui est diffusé, etc.
Donc pareil, ça, il n'y a pas de suite. Enfin, c'est comme tu disais, c'est hyper important. En fait, on n'est pas du tout soutenu en tant qu'auteur dans ce. Il faut savoir que dès que dès que tu publies un dessin, il t'appartient plus en fait. Il appartient au monde. Et donc en fait, quand tu veux te battre pour, super compliqué de faire valoir tes droits. Ne serait-ce que là, quand j'ai porté plainte, on peut donner le prix. Ça m'a coûté 1 700 € d'avocat. Et en fait, j'ai jamais rien eu. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a fait à moitié rire parce que quand j'ai vu il y a un constat d'huissier, donc il te dit tout ce qu'il fait, il ouvre son ordi, il constate le tweet, il referme son ordi, et ça te coûte 800 €. Nice. Et ils ont pas retrouvé le gars, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questions à se poser là-dessus. Et là, je vois qu'il y a des avocats qui sortent qui justement se spécialisent en harcèlement en ligne, etc. Donc ça, c'est cool. Enfin, ça s'appelle pas du harcèlement en ligne, mais t'as compris. Ouais. Et si je voulais aborder la polémique, c'est vraiment pour pas tant pour te rappeler l'histoire, mais plus sur cette appropriation de son travail, et aussi pour te poser la question, est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont tu as fait tes illustrations par la suite? Est-ce que tu t'es posé les questions de est-ce que tu continues, est-ce que tu t'arrêtes, est-ce que ça a eu un impact sur... Oui, complètement. J'ai arrêté de dessiner. Tout le confinement, j'ai pas dessiné. J'avais justement eu le courage de passer à la couleur et j'ai arrêté. Oui, c'est, comme tu dis, plus d'inspi, plus rien. Je me suis dit, ok, donc en fait, je dis des choses, mais ça peut être malléable à merci. Ouais. Et le truc qui m'a un peu sauvée, c'est ma communauté à ce moment-là. J'ai trouvé ça, c'était un tel élan de soutien, c'était assez incroyable. Et puis de bloquer, il y a vraiment eu une espèce de vague de genre on est avec toi et t'es pas toute seule, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, c'est le seul truc. Et puis je pense que c'est normal de pas dessiner après un truc comme ça, et j'ai pas, et Dieu soit loué, j'ai pas été il y a pas atteinte à mon corps, il y a pas eu agression physique. Je me dis que c'est juste genre quelque chose qui n'existe pas sur l'internet, et voilà, donc on peut tout à fait en reparler. C'était juste pour pas ressortir cette histoire. Moi t'en fais pas, c'était pas du tout hyper important d'en parler. Je pense que c'est vraiment ça. Et ouais, non, mais c'est à peu près ça que je voulais savoir, parce que on n'en parle pas souvent, donc du coup, c'est un truc qui passe un peu sous le tapis en se disant, bon, voilà, c'était fait et tout ça. Et je voulais voir un peu quel impact ça avait sur toi aussi. Et j'ai aussi l'impression, depuis le début, que tu parles du syndrome de l'imposteur. Tout à l'heure, au fur et à mesure où on a parlé de toute ta carrière, en fait, ça s'est vu que tu prenais de plus en plus confiance dans ce que tu racontais, un peu comme si tu le revivais. Et c'est pour ça que j'ai envie de comprendre un peu si ce genre de choses, ça peut te bloquer et genre détruire une carrière, en fait, ou comment tu fais pour te relancer et tout ça, mais tu viens d'en parler. Ouais, on rebondit, et puis c'est pas, et puis dans ces cas-là, ce qui s'est passé juste derrière, c'est que je me suis dit je m'en fiche. En fait là, j'ai toujours fait les choses pour moi, et là c'est un moment où peut-être que je faisais sûrement plus les choses pour les autres, ou pour ma notoriété, ou je pense qu'il y a toujours un moment comme ça où tu switches. Et là ça m'a fait revenir dans ma coquille en mode ok, pied sur terre. T'es personne, Margot. Je veux dire, ça n'a pas à te faire de mal. Il y a pas, c'est ok, quoi. Et du coup, maintenant, je m'en fous. Il peut y avoir des trucs négatifs, je les supprime. Je suis plus du tout perméable à ça. Vraiment. J'avais envie de dire une erreur et t'as appris, mais en fait, c'est pas du tout une erreur. En fait, donc, non, mais c'est un apprentissage comme un autre. Ouais, c'est ça. J'avais envie de parler de ton dernier projet. C'est Yes Weekend. Yes, bébé Yes Weekend. Est-ce que tu veux bien un peu le présenter et puis nous expliquer pourquoi tu as fait ça Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Alors Yes Weekend, c'est né à la base, il n'y a pas du tout dedans. C'était 4 garçons qui, pendant une soirée, se sont rendus compte qu'on parlait pas du tout assez de la sexualité, qu'il y avait beaucoup de faux, de vrais faux, on sait pas trop. Et sur Insta, il y a pas mal de comptes, mais au final, c'est soit des comptes hyper cul, tu vois, très putaclic, soit trop éducatif, donc peu sexy, qui donne peu envie. Enfin, en tout cas à l'époque, c'était il y a 1 an et demi. Et donc en fait, j'ai rejoint ce projet en tant qu'illustratrice. Donc j'ai passé un entretien d'embauche et tout ça. Et entre-temps, il y a 4 garçons qui sont partis. Et donc je suis restée avec Martin, qui est maintenant mon associé. On est à moite-moite, c'est important de le dire. La question s'est posée à un moment parce que j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au projet. Et en fait, au fur et à mesure, pareil, on a tous les deux mûri en 1 an et demi, et on est vraiment paritaires sur ce projet, et ça, c'est très cool. Et donc, le but de ce projet, c'est de détabouiser la sexualité. C'est d'arrêter de prendre la sexualité comme
Enfin, c'est politique, la sexualité, et aujourd'hui, on n'en parle pas. Je sais même pas comment le dire, quoi, à quel point c'est. Il y a plein de problèmes de femmes qui sont liés au fait qu'elles n'ont pas d'éducation de la sexualité. Il y a plein de problèmes liés aux hommes qui sont liés au fait qu'il n'y ait pas d'éducation à la sexualité. Et là, aujourd'hui, c'est essayer de prendre ces problématiques et de se dire, ok, on s'en fout des réseaux, du fait que ça censure à balle parce qu'on a été shadowban mais des milliards de fois. C'est affreux. Et donc, et de se dire, aujourd'hui, on va parler du vrai problème, utiliser les vrais mots et dire comment ça marche. Tu vois, donc ça peut être des sujets hyper touchy. Je sais pas si on peut en parler là, mais Normalement, il n'y a pas de censure, donc tu peux y aller. D'accord. Bon, non, mais c'est du coup de parler de sodomie ou des trucs comme ça et de se dire que c'est des pratiques qui existent. Et il faut arrêter de, sous prétexte qu'elles sont pas sous nos yeux, de se dire que ça n'existe pas. Dans ces cas-là, elles sont pratiquées dans de mauvaises conditions et ça fait bobo, quoi. Ça fait bobo, quel que soit le sujet. Et réconcilier l'homme et la femme, parce qu'en fait, on est quand même 50-50 sur cette planète et qu'on va pas, en tant que femme, expulser 50% d'hommes, ça serait trop nul. C'est de se dire comment on peut faire pour créer un pont entre les deux et c'est la communication, en fait, comme tout. Donc voilà. Donc là, c'est au travers d'illustrations sur le compte Instagram. On a une newsletter aussi. Et là, on monte un podcast dont on tourne le 2e épisode demain. Et pareil, là, c'est détabouiser. Demain, c'est sur la sexualité et l'intimité dans le handicap pour les personnes en situation de handicap. Le premier, c'était sur les anneaux de contraception masculine. Donc voilà, se parler des choses et se dire que demain, on pourra plus dire on savait pas. Voilà. Mais sans avoir non plus sans se dire qu'on est les meilleurs, se dire qu'on aura tout fait pour que ça existe. Voilà. Et tu parlais d'un autre point que je voulais aborder justement, c'est le shadowban, donc le fait de se faire virer des plateformes ou en tout cas de pouvoir toujours poster, mais en fait plus personne ne voit ce que tu fais. Comment tu le vis? Parce que c'est des plateformes américaines, il y a le puritanisme américain derrière. Toi, tu essayes de démocratiser quelque chose d'important et ton travail est dévalorisé. Comment tu le vis? Comment tu fais? Bah, je suis pas la seule. Hein, en fait, c'est pas comment on fait dans ces cas-là, parce que on est juste saoulés, évidemment. Et puis parfois, on va voir des élus passer de grands comptes certifiés avec des trucs du Kama Sutra qui sont pas censurés. Et toi, la tienne, que t'as postée il y a 3 mois, elle s'est fait censurer. Ça, en fait, je maîtrise pas. Je peux même pas être énervée, je maîtrise pas. Par contre, ce qui m'énerve, c'est tous ces comptes de nanas à moitié à poil qui sont jamais shadowban, et j'ai rien contre ça en fait, mais dans ces cas-là autant tout mettre égalité à égalité, et en fait encore une fois c'est comme tout, on crée des règles qui punissent tout le monde alors que c'est des exceptions qu'il faudrait punir, et ça c'est injuste. Voilà, donc je maîtrise rien, du coup on fait que des trucs hyper consensuel parce que on veut quand même faire passer le bon message, mais j'ai pas du tout envie de me mettre justement à poil sur Yes Weekend pour vendre des trucs, quoi. Ça m'intéresse pas, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire si on veut que ça marche, et c'est pas c'est pas le but non plus, c'est pas ce que vous cherchez à faire. C'est ça, ça irait plus vite. je vais y penser non, je blague. Est-ce qu'il y a d'autres projets que je n'ai pas noté ou que je n'ai pas trouvé qui vont arriver? Tu parlais des tatouages. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as en tête sur lesquels tu aimerais bosser ou... D'autres supports, non, pour le moment. Là, j'aimerais bien sortir mes 2 prochains livres. Un qui serait très conforme, enfin, qui se prête bien à mon compte Instagram. Donc vraiment des citations, presque tu pourrais déchirer les pages, tu vois, et les donner aux gens. Et je suis vraiment en train de me demander si... je ferais pas ce que je fais au quotidien là en illustration, j'ai pas envie de le vendre, ça m'intéresse pas, je veux pas faire de l'argent avec, je veux juste que ça puisse aller au plus grand nombre, que tu vois, il y ait pas de barrière sociale ou quoi que ce soit pour acquérir. Cela dit, t'as une boutique, non? J'ai une boutique, mais là je pense carrément à même plus faire de print et faire que du téléchargeable. Ok. Tu vois, parce que là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de psychologues qui prenaient sur mon Insta, qui faisaient aller chez Copytop et imprimer mon truc, et en soi, tu vois, je suis pas du tout contre. Il y a ma signature, il y a rien de coupé. Et je me dis, ok, mais en fait, je pense que ça m'intéresse pas de vendre des objets. Tu vois, c'est toujours dans comment tu t'imagines ton futur. J'imagine bien juste mes illus téléchargeables et les gens qui payent 10 € pour avoir une illu et qui l'accrochent et qui la diffusent comme ils veulent. Tant que ma signature est pas coupée, autant que ça bénéficie au plus grand nombre, tu vois. Donc voilà, faire un livre un peu comme ça, que tu peux déchirer les pages et partager, tu vois, tu l'achètes une fois et en fait tu le diffuses. J'ai pas du tout envie de faire partie de ce truc capitaliste de rendement et de machin. En fait,
mon image, elle marche pas du tout comme ça. Et donc, ça sert à rien. Pourquoi vouloir faire de l'argent quand t'en fais pas? Et puis le tatouage, là, c'est le deuxième gros chantier. C'est commencer je me suis acheté une machine et du coup je me suis tatoué toutes les jambes tout seul. Et du coup là c'est de faire un apprentissage, quoi, de passer ma formation salubrité, etc. Et après essayer de faire ces 3 trucs en même temps: l'illustration, le product et le tatouage. Franchement, j'ai l'impression qu'on a écrit l'émission ensemble, puisque la question que j'avais après, c'est, encore une fois, c'est je me posais surtout la question quand tu étais en CDI, mais je me la pose toujours là, surtout si tu veux ajouter une corde à ton arc, c'est quand est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Comment tu fais? Comment tu fais? En vrai, je sais pas. C'est très... En plus, j'ai le temps de voir mes potes et tout, donc je peux même pas... Avant, je travaillais vraiment très tard. Très très tard, 2h, 3h du mat au tout début, mais là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et puis... Non, maintenant ça va. En fait, j'arrive à tout goupiller. Pourtant, je suis pas très organisée, mais tu sais, je fais passer les trucs. Il y a rien de fixé. Je me dis pas, je vais faire ça de là à là. Je vais faire passer dès que j'ai 10 minutes. Touk. Ça, je sais pas te dire. J'y arrive et c'est ce qui compte. Et tous les jours, je me dis, ça passe encore. Donc, on va continuer et on verra. Hein. Peut-être un jour, quelqu'un se rendra compte que, en fait, je ne suis qu'une usurpatrice. En fait, vous êtes 4. Ouais, c'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, ou un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, que je t'ai pas posé, qu'on n'a pas abordé? J'adore cette question, c'est une question du même test. Non, vraiment, t'as vraiment parlé de tout, je trouve ça cool. Non. J'ai bien fait mes devoirs. T'as bien fait tes devoirs. Vraiment, je suis fière de toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Oui. Cool. Ah oui. Est-ce que tu veux bien nous les partager? Alors, de la lecture et des podcasts, et je suis désolée. Mais non, de toute façon, ça rentre pas en concurrence, ça n'a rien à voir. Il faut se dire qu'on est chacun maître de sa catégorie, encore une fois. Alors, pour les livres, pour le product design, donc, quand j'ai commencé, parce qu'en fait, il faut... Alors voilà, ce qu'on peut dire pour résumer et se dire que ça clôt, comme ça, c'est la phrase un peu de la fin, c'est se dire que justement, on n'est pas dans des cases. Là, je suis en train de lire Range, le règne des généralistes dans un monde de spécialistes. Et en fait, c'est se dire, tu vois, moi, quand je suis arrivée, qu'en fait, je voulais faire 1000 trucs et qu'on m'a dit non, tu prends cette petite boîte, tu rentres dedans et tu bouges pas, c'est se dire qu'en fait, on est tous comme ça, à plus ou moins grande échelle, comme tout, hein, mais se dire que si demain t'as envie de faire du tatouage ou de commencer à être botaniste, mais pour autant t'as pas envie de quitter ton taf, il y a toujours des solutions et on n'est pas justement assigné à une boîte, et c'est ce qui fait de nous des êtres meilleurs, je trouve, le fait d'être généraliste. Et donc j'assume aujourd'hui d'être généraliste et de pas du tout être spécialiste de quoi que ce soit, et c'est cool. Voilà. Donc ce livre qui s'appelle Range. Play Bigger, donc ça c'est plus pour les gens qui montent leur boîte et qui veulent savoir comment on se spécialise, comment on choisit son marché. C'est assez théorique, mais c'est très cool. Il y a le Mom Test aussi. Alors ça, c'est cool parce que même à titre individuel, en tant qu'humain, c'est chouette de savoir poser les bonnes questions. Je suis une grande empathique, mais pour autant, parfois, j'ai la sensation de me placer vis-à-vis des gens dans les positions de jugement. Tu sais, tout dépend de la manière dont tu poses la question. Et le Mom Test, autant dans le boulot, quand tu poses des questions à tes futurs clients ou tes clients, que dans la vie, ça te permet de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et même chez l'autre, ça peut déclencher des choses et je trouve ça assez formidable. Voilà. Donc ça, c'est 3 livres. Et après, un podcast, évidemment le tien. On va pas... Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Ça fera 500 €. Chut, faut pas le dire. Et sinon, il y a Vlan Podcast, qui m'a vachement aidé. Alors ça, pareil, tacler tout plein de sujets, parce que c'est vraiment plein de sujets, autant ésotériques que de l'entrepreneurial, enfin voilà, ça c'est génial pour ça. Et Génération Do It Yourself, donc j'apprends rien à personne, hein, c'est 2 gros podcasts. Génération Do It Yourself, et là par exemple c'est très entrepreneurial, donc c'est beaucoup de CEO qui viennent parler, et je trouve ça toujours très inspirant. On pourra jamais répliquer à 100% ce que les autres font, mais on peut au moins s'inspirer de leurs learnings et des échecs dans certaines situations et se le réapproprier pour en faire autre chose. Voilà. Donc très cool. Et c'est pas du tout dans le domaine de l'illustration, mais après l'illustration, Instagram les gars, et puis rencontrer des gens, contacter des gens. Il faut pas avoir peur de contacter des gens. Vraiment, mes plus belles rencontres, je les ai faites comme
t'as fait par exemple sur LinkedIn en disant hey, salut, allez, on se rencontre, je trouve ça cool. Il n'y a pas de message sous-jacent. Parce que souvent on se dit ah non mais il y a forcément un truc. Pas du tout. On peut avoir envie de rencontrer des gens parce que on a la trentaine, on n'a pas encore d'enfants. Je sais pas. Hein. Moi j'avais pas d'enfants en tout cas. Moi non plus. Et de se dire on n'est plus à l'école, on rencontre plus de gens. Je suis freelance, je rencontre, les gens avec qui je bosse sont pas forcément mes amis. Comment je fais pour rencontrer des gens? J'ai pas envie d'aller sur des apps de dating pour rencontrer des gens. Et donc comment je fais? Instagram pour rencontrer des gens, c'est super cool. Faut juste oser. Voilà. Il faut juste oser envoyer un message. Généralement, les gens répondent. Ça dépend. Ça dépend qui tu es. Moi, ils me répondent. Ça, on pourra en parler des heures. Moi, ils me répondent en tout cas. Ah bah tant mieux. Non, mais moi, c'était mes déboires de petits comptes au début. Il y a des nanas qui me faisaient genre des gros stops en mode trop petit compte, tu ne m'intéresses pas. Qui es-tu? Ouais, c'est ça. Et du coup, si les gens veulent te contacter, j'imagine qu'on les envoie à Instagram. Ouais, sur Gomargu. Gomargu. De toute façon, le lien sera dans la description pour ceux qui veulent aller voir ton profil. Et écoute, Margot, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi et pour ta confiance. C'était très cool, très smooth là. J'ai adoré. Merci beaucoup. Puis c'était vraiment chouette de t'avoir et de pouvoir parler de tout ça. Et vraiment, merci. À bientôt. C'est cool. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.